Devar Torah et Smachat Shalom. Alors évidemment, vous imaginez bien que je vais vous parler de Hanouka, puisque là, dans quelques jours, on va commencer la fête de Hanouka. Et en général, on a l'habitude de placer la fête de Hanouka sous la compétition, la concurrence qui pourrait exister entre la Chokhma de Yavan, entre l'intelligence grecque, la sagesse grecque, et la Chokhma de la Torah, et l'intelligence de la Torah. En général, pratiquement tous les livres de Torah tournent autour de ce problème. Qu'est-ce que la Torah a proposé? Qu'est-ce que la sagesse grecque a proposé? Sur quoi ils discutent? Quel est leur point de divergence? Et si c'est retenu dans l'histoire comme une compétition, c'est qu'il y avait deux poids. Ça veut dire que la sagesse grecque, ce n'est pas une sagesse banale, elle a quelque chose à proposer. La science grecque, les Grecs ont quelque chose à proposer. Alors, la Chokhma énoshite contre la Chokhma élakite, c'est-à-dire la science humaine contre la science divine. Effectivement, sur pas mal de points, on s'aperçoit que c'est ça le bidon, c'est ça le problème qu'il y a à résoudre à Hanouka. Qui sont les obscurantistes? Qui sont les illuminés? Où est-ce qu'elle est la lumière? Est-ce que la lumière elle est du côté des Grecs, de la science, de la sagesse grecque, de la sagesse humaine, ou bien est-ce que la lumière elle est du côté de la Torah, de la sagesse divine? Et les Grecs ont fait un certain nombre de décrets contre les Juifs qui montrent bien leurs intentions. Par exemple, ils ont décrété sur Rosh Chodesh. Qu'est-ce qui les dérangeait sur Rosh Chodesh? Vous savez qu'il y a un principe dans la Torah, c'est qu'on déclare Rosh Chodesh qu'à partir du moment où on a eu deux témoins. C'est-à-dire que deux témoins viennent au Beddin, viennent au palais de justice, ils disent voilà, nous hier soir on a vu la nouvelle lune. Alors on leur pose des tas de questions, et si jamais leur déclaration, leur témoignage semble cohérent, sur la base de leur témoignage on déclare Rosh Chodesh, on dit Mekoudash. Le mois est Kadosh, ça y est, on est rentré dans le nouveau mois. Alors ça, les Grecs, ça les dérangeait énormément. Pourquoi? Parce que eux, c'est la science qui prime. Donc si nous, par nos calculs en astronomie, et ils étaient très forts, ils avaient de quoi dire en astronomie, en mathématiques, en physique, en architecture, ils avaient leur mot à dire. Si en astronomie, en sport, mais c'était moins le duel avec la Torah, c'était pas sur le point du sport. Non, mais il essaie d'amener le sport pour nous faire oublier la Torah. Donc c'est encore la culture de l'être humain, c'est-à-dire la culture de la puissance de l'homme au niveau physique. Donc si eux, par les calculs de l'astronomie, ils sont arrivés à la conclusion que c'est Rosh Chodesh, pour eux c'est insupportable. Quoi, mais le Beddin, il a besoin d'attendre des témoignages, mais nous savons que c'est Rosh Chodesh par nos calculs. Donc ça les dérangeait, donc ils ont fait une zéra, ils voulaient que soit purement et simplement annulé le principe de Rosh Chodesh dans la Torah. Une autre zéra qu'ils ont fait, c'est Shabbat. Ils s'opposaient à Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est que le monde il a une origine. Ça veut dire que les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils font des expériences et ils proposent une lecture expérimentale. Suite à leurs expériences, ils tirent des conclusions. Mais en fait, ils font que décrire des effets. Mais la cause première, le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, c'est-à-dire l'origine, que le monde il a été créé, qu'il y a un bon Dieu, qu'il y a un créateur avant ce monde, il ne remonte jamais à l'origine. C'est-à-dire que Shabbat, cette notion qu'il faut s'arrêter pour reconnaître que ce monde ne vient pas de nulle part, il y avait un créateur. Que l'homme, c'est vrai qu'il a investi le monde, l'homme il exploite le monde, l'homme il peut découvrir des choses extraordinaires dans le monde, il peut faire avancer les choses, mais que même s'il découvre les effets de telle ou telle matière, de telle ou telle énergie, il ne fait que décrire des conséquences. Mais l'origine de tout cela, c'est bien une volonté qui dépasse l'homme. Ça, ils ne veulent pas entendre les Grecs. Eux, ils veulent décrire une situation, décrire des faits, analyser, conclure, avancer. Mais ils ne veulent pas entendre parler d'un Shabbat, ça veut dire d'un monde qui doit des comptes à une certaine origine. Donc ils décrètent sur Shabbat. Un autre décret, je m'arrêterai là, la Mila. La Mila, c'est la capacité à dépasser sa propre nature. Les Grecs, non. Je veux bien que Dieu, peut-être Dieu existe, mais la nature, elle est ce qu'elle est, elle a une certaine opacité, elle a un certain poids. On ne peut pas dépasser sa propre nature. En la Mila, le chiffre 8, c'est toujours l'idée d'aller au-delà de la nature. Oui, Hanouka, c'est la réponse aux Grecs. Il n'y a pas que le Teva, il n'y a pas que l'analyse de la nature, il y a quelque chose qui dépasse la nature qui s'appelle Hachem. Donc tous ces décrets, on arrive bien à les comprendre. C'est exactement le point de divergence entre la Chokhma énoshite et la Chokhma élakite, la sagesse divine et la sagesse humaine. Mais là, on arrive maintenant, et c'est ça le sujet de mon intervention ce soir, on arrive à quelque chose de très étonnant.
Vous savez que les femmes, puisque c'est un cours qui est destiné aux femmes, vous devez certainement le savoir, sinon c'est jamais trop tard, vous savez que les femmes sont dispensées beaucoup de mitzvot dans la Torah. Elles sont dispensées... Bonsoir. Bonsoir. Vous savez que les femmes sont dispensées de toutes les mitzvot assez, shazman, grama. Il existe dans la Torah deux grandes familles de mitzvot. Je ne l'ai pas dit au départ, mais vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si dès que je répète, si je ne suis pas assez clair, ça me dérange. Il existe deux grandes familles de mitzvot. Les mitzvot assez, on demande à l'homme d'agir, par exemple, mettre les filines, faire la mila, mettre les tzitzit, faire la soukha, agiter les 4 espèces à soukot, allumer les nérodes de Shabbat, etc., etc. Il y a des mitzvot assez. Et puis il y a une famille de mitzvot qu'on appelle les lota assez, qui sont plus nombreuses d'ailleurs. C'est ne pas manger du cochon, ne pas transgresser Shabbat, ne pas mélanger le lin et la lait. C'est des tas de mitzvot où il ne faut pas faire certaines choses. Dans la famille des lota assez, ne pas, tout le monde est concerné, hommes et femmes. Dans la famille des mitzvot assez, en ce qu'il faut faire, les femmes sont dispensées de tout un pan de mitzvot qui s'appelle mitzvot assez shazman grama. Toutes les mitzvot qui sont liées à un temps précis. On sait que la femme, elle a une charge, de par son rôle déjà d'éduquer, d'être proche de ses enfants, une charge qui ne lui permet pas de disposer de son temps. Elle ne peut pas avoir des moments précis auxquels elle doit se soumettre à telle ou telle obligation. Donc on l'a dispensée de toutes les mitzvot où il y a un temps précis pour la réaliser. Elle n'a pas une mitzvah de faire le Kriyat Shema, parce que le Kriyat Shema, il y a des horaires. Le Shema, c'est avant telle heure le matin, c'est telle heure le soir. Elle est dispensée. Elle est dispensée de la mitzvah des tefilin, ça c'est le jour, c'est pas la nuit. Elle est dispensée de mitzvah tassée sur le Rama. Donc tout le monde se pose la question, comment se fait-il, vous le savez, qu'il y a un chiyuv pour les femmes d'allumer les nérodes de Hanouka? Les femmes ont l'obligation d'allumer les nérodes de Hanouka. C'est-à-dire que les femmes qui vivent seules, soit divorcées, soit pas encore mariées, avec leur maman, ou veuve, ou bien leur mari est parti très 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 loin, il ne rentre pas ce soir, elles ont une obligation d'allumer les nérodes de Hanouka avec la bracha. Pourtant, c'est une mitzvah d'Haché Sazman Grama, c'est une mitzvah qui est liée au temps. On ne peut pas allumer les nérodes de Hanouka le matin, ni le midi, ni l'après-midi, c'est le soir, et le soir, c'est dans la demi-heure qui suit. A priori, c'est ça l'idéal. La demi-heure qui suit la tombée de la nuit, pas à 2 heures du matin. Donc il y a un moment précis. Pourquoi les femmes sont soumises à l'obligation de Hanouka? Réponse de la Gemara. Parce que ici c'est une exception. C'est vrai qu'en général les femmes sont dispensées d'une mitzvah liée au temps, mais ici elles ont bénéficié du miracle. Elles ont été concernées au plus haut point par le sauvetage de Hanouka. Vous savez que Hanouka, c'était la domination des Grecs, qui ont saccagé, qui ont investi, envahi et saccagé le Beth Amikdash, mais elles ont été sauvées. De quoi? Mais il n'y avait pas de décret comme à Purim sur une extermination physique des Juifs. On voulait seulement helléniser les Juifs, les faire penser grecs. Vous savez qu'elles ont été sauvées. Réponse de Rashi dans la Gemara, elles ont été sauvées parce qu'il y avait, à l'époque des Grecs, parmi les décrets dont je vous ai parlé de Shabbat, je vous ai parlé de Rosh Chodesh, je vous ai parlé de Mila. Mais il y avait un autre décret dont je ne vous ai pas parlé, qui est Tibael Leadmon Trila. Toute jeune fille juive qui se marie devra d'abord passer entre les mains du gouverneur, je ne sais pas comment ça s'appelle, le gouverneur, le souverain, le chef, ça veut dire le droit de cuissage. Toute femme qui se marie avec un juif, venait le chef grec, il la prenait d'abord, passait entre ses mains, et ensuite elle allait vers son mari. Donc, tant donné que la fin de la domination grecque a arrêté, entre autres, la fin de ce décret, qui frappait les femmes juives, qui les meurtrissait dans leur dignité, alors elles avaient les nérodes de Hanouka. Ça, c'est l'opinion de Rachid. Alors, vous imaginez mon interrogation ce soir. Tout le problème de Yavan, c'est un problème d'idéologie. Tout le problème de la Grèce, c'est un problème d'idéologie. Est-ce que c'est la chorma divine ou est-ce que c'est la chorma de l'homme qui l'emporte? Et tout à coup, on arrive devant un décret qui apparaît très bestial. On n'est plus au niveau des idées, on n'est plus dans un débat philosophique, à savoir, est-ce que vraiment la pensée de Dieu, la volonté de Dieu doit l'emporter sur la réflexion humaine ou des choses pareilles? On est en train de tomber dans le vil, dans la bassesse humaine, dans l'homme qui est complètement décadent. Alors, où est la chorma évanite?
Si ce sont des hommes qui réfléchissent, alors par rapport au décret sur Shabbat, sur Rosh Chodesh, sur Mila, j'entends le débat d'idées, j'entends ce qui les dérange. C'est leur conception, c'est leur idéologie qui est ébranlée par Shabbat, par Rosh Chodesh, par Mila, comme je vous ai développé, mais très rapidement. Mais dans le fait de dire, eh ben, à part ça, on va profiter des femmes, ça a l'air très, ça n'a pas l'air très intellectuel, quoi. Ça a l'air très bas comme décret, comme réaction. Et on a l'impression que c'est comme les gens quand ils font la guerre et qu'ils ont le pouvoir, ils en profitent aussi pour abuser des femmes et piller les magasins, quoi. Est-ce que vraiment c'est ça? Ou est-ce que non, ça aussi, ça émane d'une réflexion et ça aussi, ils sont en train de toucher à l'âme juive et en train, à travers ce décret, en train de vouloir marquer leur territoire, c'est-à-dire la Chokma de Yavan. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Est-ce que d'abord le problème est clair pour tout le monde? Très bien. Alors je vais commencer par, je ne sais pas si tout le monde a des enfants ici, je ne sais pas si tout le monde a des enfants qui ont atteint l'âge de l'adolescence, je vais commencer par vous poser une question. Vous savez qu'actuellement, on est dans l'époque pré-messianique. Et un des signes de l'époque pré-messianique, alors pré-messianique, ça ne veut pas dire que le Mashiach viendra demain, on le souhaite, mais ça ne veut pas dire que c'est demain. Et sur 6000 années, pré-messianique, ça peut être dans les 50 ans, dans les 20 ans, ou même dans la centaine d'années qui précèdent le Mashiach. 100 ans sur 6000 ans, ça reste quand même qu'on est plus proche du Mashiach que de l'origine du monde. Vous savez que la Gemara dit Chutzpah Yisdi, à l'époque du Mashiach pré-messianique, l'effronterie sera grande. Les vieux devront se lever devant les jeunes manqueront de respect aux anciens, etc. Et en tant que professeur à l'école juive, on est souvent amené à entendre vous ne pouvez pas parler à ma fille ou à mon fils, vous savez comme il me parle mal, si vous savez comme il me parle mal à la maison, et moi je suis tout étonné, mais non, mais vous savez, votre fille est très respectueuse, votre fils c'est un bon garçon, j'imagine pas, non, vous ne croyez pas. Et maintenant j'ai des enfants qui grandissent un peu, j'ai bien compris, ils me parlent aussi pas comme ils parlent à leur professeur, ils sont beaucoup plus respectueux à l'extérieur qu'ils sont à la maison. Quand je leur dis que oh, quel rapport, quel rapport. C'est le genre de réponse maintenant de nos jeunes. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport. Donc ils m'envoient aussi de ça des vannes, des trucs qui ne sont pas gênés. Et quand on parle à l'extérieur, ah, les enfants c'est le meilleur, les machins, ils sont top, ils sont super. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos enfants ils nous parlent mal? Qu'est-ce qui fait, pas pourquoi ils nous parlent mal, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas dérangés de nous parler mal et qu'à l'extérieur, eh bien, ils s'appliquent? Ça devrait être le contraire, mince. Un peu de jugeote, un peu de bon sens. On les a mis au monde, on les a élevés, on a passé des nuits, ma femme, on a passé du temps, on a passé de l'argent, on a passé. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils n'ont pas ce bon sens à 15, 16 ans de se dire, puisqu'ils l'ont avec d'autres gens, pourquoi avec nous non? Vous vouliez dire quelque chose? Je dis que peut-être que les gens d'extérieur, ils pourraient. En fait, s'ils les aiment bien, s'ils les estiment, ils pourraient ne plus l'estimer et ne plus vouloir regarder ce jeune, alors que les parents ne peuvent pas ne plus aimer son enfant. Alors, je vais dire exactement ce que vous avez répondu. Je vais le dire avec une toute petite formulation, un tout petit peu différente, mais vous êtes dans la droite ligne de ce que je vais dire. Regardez, dans la Torah, il y a 2 mitzvot qui ont la même récompense. C'est marqué clairement la récompense et c'est la même. La première mitzvah, c'est le kibbud aved, l'honneur dû à ses parents. C'est marqué que celui qui honore ses parents, il aura la longévité. Et la deuxième mitzvah, c'est Shiluach Haken. Shiluach Haken, c'est une mitzvah très facile à réaliser. C'est lorsque vous voyez un nid avec une maman, oiseau, qui couvre ses œufs ou qui plane au-dessus des oisillons, alors, et que vous voulez prendre les œufs, vous chassez la mère et vous prenez les oisillons ou les œufs. Vous avez déjà entendu parler de cette mitzvah, non? La mitzvah de Shiluach Haken. Non, jamais? Donc, je répète, chaque fois que je veux prendre des œufs dans un nid ou des oisillons, je chasse la mère, je ne dois pas prendre les bébés en présence de la mère, je chasse la mère et je prends les oisillons. Et là-dessus, on dit, celui qui fait ça aussi, il aura la longévité. Alors, il y a des amis d'Afraham qui se sont posés la question, mais quel rapport? Si ce n'est qu'on a affaire à une maman, à des parents, quel rapport entre les deux mitzvot? C'est étonnant quand même que 2 mitzvot dans la Torah, on précise le salaire, et qu'il n'y ait pas un rapport, ça serait étonnant. On dit comme ça. Pourquoi la Torah ne veut pas que je prenne les oisillons ou les œufs alors que la maman est présente? Parce que c'est marqué que c'est vrai que l'homme, s'il est méritant, il domine les animaux, les poissons et les oiseaux. Mais il faut que ce soit loyal. Il ne faut pas que le combat soit déloyal. Tu as le droit de montrer ton autorité sur le monde animal végétal, tu as le droit de montrer ton autorité sur les oiseaux, c'est-à-dire les capturer, les chasser, montrer ta ruse pour les chasser,
mais il faut